Hop, ah celui-là, ouais, s'il était cool aussi. Du coup, c'était un peu, ça faisait rapidement écho parce que c'était de l'injection de, Yep. merde, ouais, j'ai oublié le nom. Arg. D'argument, exactement. Du coup, un mec qui se dit, bah là, j'ai juste un sudo log rotate étoile, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, un petit check, il voit qu'on peut faire moins avec des commandes. Malheureusement, ça passe pas parce qu'en gros, faut qu'en fait on ait un configuration file qui doit être avec des droits de route, mais du coup, bah, tu pars du principe que t'as pas, dans le contexte, t'as pas le droit de route. Du coup, tu tentes de faire un truc avec un mail route, mais ça fonctionne pas, donc il a complètement oublié cette idée. Il est parti sur le flag, du coup, si je dis pas de bêtises, par la suite, hop, descend un peu. Juste, je vois ça, moi je pense directement à log ou state. Oui. S'il y a moyen de mettre ça en tant que route et donc aller faire écrire un authorized key avec les bonnes permissions. Oui, bah en fait, tu prends trop Ou d'avance, des choses comme ça. c'est ça qu'il a fait. Genre, en gros, Ah ouais. après, il trouve le mot L, du coup, qui permet en fait Attends, de faire sudo log un rotate, write. ça. Attends, là il est ici avec les commandes. Ensuite, Là, voilà, c'est en gros quand il fait le truc, parce qu'en gros, il a réussi à choper un fichier de configuration qui passe, mais malheureusement, comme tu peux le voir en dessous, ça ne fonctionne pas. Du coup, voilà, nolog ici, il va tenter autre chose. Donc là, il essayait de faire en sorte que l'output des logs écrit un fichier de conf pour derrière utiliser sendmail à nouveau et le faire en 2 temps. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que ici, il était obligé de renseigner un fichier de conf. Forcément, si tu veux faire un log rotate. Et du coup, avec du coup les droits de route. Et du coup, et en fait, ça fonctionnait pas. Je sais pas pourquoi il passe pas. Ok. Je dirais peut-être moyen de faire un truc sympa avec des liens symboliques aussi, du genre, tu swap, tu montres un route, il dit il est valide, et au moment où ouais, non, je pense qu'il aura déjà lu le contenu. Faut voir, hein. En vrai, s'il se met à dire juste oui, il est owned by route, et avec un stat, et ensuite il fait un fopen dessus, il y a peut-être des trucs chouettes. Bon, du coup, a priori, en effet, c'était KO, flag-S. Ouais, et en fait, il dit bon, non, S, c'est éclaté, donc il va faire moins L, comme tu disais, donc tu vas faire le write avec des data que tu peux mettre à l'intérieur. Donc tu peux backdoor un peu ce que tu veux, genre, pas typiquement un truc genre un cron qui se lance, ou lui, ici, dans son exemple, c'est genre dans bashcompletion.d, tu vois, il met un petit uname. Dans bash completion, il faut que quelqu'un se connecte, il faut qu'il y ait une session interactive. Au début, après quand tu descends dessous, il met dans le cron et du coup bah c'est comme ça qu'il réussit. Et puis après du coup il fait dans je vais me faire l'avocat du diable. Il arrive à injecter pile une ligne dans son cron. Je sais pas. Parce que tu vois, si les logs ils ont ce genre de tronche ou vraiment des logs sur les versions relativement récentes, et donc clairement déjà en Ubuntu 20 c'est le cas, s'il y a si dans une cron tab il y a la moindre erreur de syntaxe, la cron tab entière est invalidée. Ouais. Ce qui fait que, bon, déjà, on peut faire des incidents parce qu'on rajoute une cron task qui plus rien ne passe, dommage. Mais ça veut aussi dire que pour faire un file write to shell via une cron tab, faut avoir un file write ou un file append qui est vraiment précis ou contrôlé de manière décente. Ouais. Il y a encore des fichiers côté ld.so ou côté clé SSH qui sont vachement plus permissifs. Dans le authorized key et authorized key 2, donc à supposer que SSH soit démarré, on peut vraiment encore se permettre d'avoir 2 lignes valides, 20 lignes de garbage, une ligne valide, et ça marchera. Ça marchera encore côté SSH. Pendant, j'espère encore longtemps, parce que sinon ça veut dire que le jour où tu rajoutes une clé et que tu te craques dans ta manip, t'as plus SSH. Ouais. Donc là, tu vois, c'est un peu la golden pass, ils peuvent difficilement dire on va patch ça, parce que sinon, tu te rates, t'as perdu. Donc on verra, ça peut être sympa. Donc ok, file write into soit cron tab, soit... Ouais, c'est ça. Après il dit du coup, genre, je crois un des derniers screens c'est en mode ok, du coup bah pourquoi pas le foutre autre part, et donc du coup ici il met dans cron daily man db. Ok, hop. Mais du coup ça veut dire qu'il arrive à mettre vraiment un type de log. Ouais. Et voilà. Ok, il faudrait voir un peu comment logrotate prend l'argument final pour voir comment c'est utilisé. Mais roule, hein. C'est nice.
autant tu vois dans les cron tab, que ce soit celle de route, enfin celle de la machine en ETC cron tab ou celle des users de la machine, y compris route en vars pool cron quelque chose. Là, on a la syntaxe où on met étoile, enfin tes 5 définitions pour le temps. Oui. Quand t'es dans ETC cron tab, on met un user. Mais cron daily, tu t'en fous, ouais. Bah ouais, c'est ça. Ouais, on a des commandes. Smart. J'avais pas pensé assez à le taper celui-là pour tester des choses. That's nice. Et en effet, il tape aussi dans le système de AutoResky 2. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi faire un wget si on peut écho quelque chose? Faut voir. C'est nice, bonne petite recherche. Du coup, il pourrait faire sa publication de Arg Injection de Log Rotate dans GTFO Args. Exactement, j'y ai pensé quand on parlait, du coup. C'est une belle synchro, ouais. Alors, ouais, petite histoire. Alors là, c'est petit recul sur le métier qu'on fait. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant. En gros, c'est un mec qui raconte une petite histoire. Il se pose comme ça, et puis il y a. T'as vu qui c'était quand même? Quoi? Aclux, ça te parle? Ça me parle pas, non. Juste peut-être un culte. C'est presque la Lucas, mais avec des lettres un peu mélangées, quoi. Non, mais Aclux, concrètement, c'est un hacker, c'est un bug hunter assez actif dans la commu, et il fait pas mal de tools qui partage. Okay. Je sais pas si Tom Nom Nom vous parle plus en nom, mais pour moi, c'est le même type de profil relativement skillé et qui propose des. Qui tool et qui hésite vraiment pas à les mettre accessibles. Ok. Si on sort by star, pourquoi un peu le truc où il serait. Waouh! Voilà, bon, déjà c'est lui. Non, je sais jamais comment le faire. Crawler, ça vous parle pas du tout? Si ça me dit un truc, ouais. Un petit crawler web qui marche bien. Hacker, VDNS, pourquoi pas. Create Fader. Hacktrails peut être assez pratique aussi. Bon, à voir. Mais en tout cas, assez prolifique comme gars. Il avait fait des super articles, en particulier sur automatisation bug bounty de mémoire. Un blog. Savoir si je dis n'importe quoi ou pas. Ah, monsieur, faut pas mettre tous les articles sur une page comme ça. Bon, c'est pas très opti, ouais. Je te rends la main. Ouais, du coup, pour revenir... non, du coup, il raconte une petite histoire, alors c'est assez intéressant, je sais pas si c'est vrai ou pas. Et toujours étant que, du coup, un mec... homeless personne qui du coup lui raconte son histoire. Une personne qui a perdu du coup tout son argent suite à une fraude du coup online banking où il s'est fait pirater. Du coup derrière tous ses fonds ont été transférés away et donc le mec n'avait plus rien. Donc pour en revenir en fait au final est-ce que on pourra un jour vaincre les cybercriminels avec genre 150 billions en 2021 qui a été déboursé dans la cyber. C'est juste énorme quand tu compares au fait que normalement on pourrait solve le World Hunger, donc en français c'est la fin dans le monde, avec 40 billions tu vois, par an. Est-ce que vraiment c'est utile le métier qu'on fait? Et au final, petit recul sur tout ça, il se dit quand même que c'est quelque chose qu'on doit toujours faire parce que il y aura toujours des méchants pour soutirer pour abuser tout ça aux gens gentils, et donc il faut bien des gens qui justement font avancer et trouvent des vulnérabilités, etc. Pour contrer tout ça. Et puis un petit point aussi sur le futur, le fait que il y a tout ce qui arrive de plus en plus, le fait que les gens ont de plus en plus accès à la techno, donc forcément aussi qu'ils soient de plus en plus formés à tout ça. Enfin, un article très intéressant, je vous conseille de lire, j'ai très mal résumé, je trouve. Mais j'avais vraiment compris, il m'a aussi fait verser la petite larme, c'est vraiment genre... tranquillement, vraiment la story du man in a van, il se balade et il rencontre des gens qui connaissent pas grand chose à l'informatique, et lui il est passionné, il fait des trucs de fou malade, des infras, des machins, et à côté de ça, la personne qui s'est fait voler toutes ses économies, et tu dis tu connais pas la sécurité, et l'autre il te dit non frère, genre oui. c'est pas ma vie, et c'était plus le côté comment est-ce que nous, acteurs de ce secteur, on pourrait faire en sorte que ce soit moins la merde. Et concrètement il y a des trucs très tristes encore, il y a des choses qui pourraient être utiles et faire que sur le long terme ce soit mieux, mais ça, malheureusement il y en a plein qui font pas consensus, il y en a plein qui fonctionneraient mais
nuirait un peu à l'écosystème qu'Internet en standardisant certaines technos ou ferait qu'il y ait moins de problèmes, mais quand il y en a, ce serait vraiment pire. Et surtout, il y a un truc qui est d'une tristesse monumentale, c'est que si le problème de sécu se résorbe pour de vrai, on est au chômage. C'est juste les incentives sont opposés. On a beau faire ce qu'on peut et essayer de sécuriser des boîtes, c'est des approches un peu consuméristes de Presta où on va trouver des failles, mais c'est parce qu'on a trouvé des failles qu'on n'en trouvera pas l'an prochain. Il y aurait des approches un peu plus de défense en profondeur, de hardening, de monitoring et d'autodétection et d'auto-rémédiation qui seraient smart. Mais sauf que juste enlever 3 failles, quand il en reste 10, MDR. Donc l'utilité qu'on a des fois, suivant les cas, ça peut être très discutable, quoi. Ouais. Et donc voilà. Et vraiment, t'as vu la conclusion? Le what now, la réponse est simple, on continue, on essaie de collaborer. Je suis mitigé aussi, hein. C'est pas une question de gagner ou perdre, faut juste innover assez rapidement pour que on puisse continuer à, certes, pas vendre du marketing flashy, mais faire des trucs utiles et trouver des solutions. Je sais pas, pour moi, plus on innove, vu que tout le monde communique sur ce qu'on fait, y compris nous avec de la V-Techno, hein, les acteurs malveillants innovent aussi, donc we keep up, je sais pas, c'est juste tant que les gens ont de l'argent, maintenant les gens ont le moyen de se sécuriser s'ils le veulent, alors qu'avant c'était un peu compliqué. Mais le truc c'est que ceux qui ont besoin d'être sécurisés sont souvent les plus éthiques et du coup pas ceux qui ont le plus d'argent. Fuck. Terminado. C'est vrai. Ouais, encore un petit article, un mec qui a trouvé, qui explique sûrement un bug multi ou je sais pas. Du coup, c'est bug multi ça. Du coup, avec un petit header X4WD4, du coup sur du localhost 127.0.0.1, qui lui permettait du coup d'accéder à des petites pages genre serveur status et serveur info, qui lui a derrière permis d'accéder à des admin endpoints et à une liste d'IP qui était autorisée pour tout ça. Je scroll un peu en dessous. Yes. Et encore un petit peu. Ouais, ici voilà la liste de tout ce qu'il a pu leaks. Et du coup, par la suite, toujours en abusant de X4WD4, il a pu avoir un petit login password avec un endpoint WebTeam-admin. Il a pu faire un petit SQLi assez basique avec admin apostrophe et hop, on est admin. Ouais, j'ai pas scroll assez vite. C'était exactement. Voilà. Ouais, excuse-moi. Admin, non, même pas hors rien, juste login égal admin. Exactement. Vraiment la street. En vrai, toujours penser au limit one, hein, parce qu'il peut y avoir des problèmes des fois. Franchement, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il applique après ? Du coup, une LFI. Avec quand il faisait une action, et puis du coup après je crois qu'il peut file upload, et du coup vu qu'il a une FI après file upload, il peut RCE. Ouais, c'est ça. Sacrée taille de cookie quand même. Oui. Très beau cookie, jeune homme. Donc j'ai trouvé ça cool que juste en changeant un header, t'arrives à vraiment accéder à plein de fonctions, plein de choses du site, genre juste histoire de... Des fois, en vrai, on oublie de faire ça, juste tester plus. Moi, j'avoue que j'oublie des fois de fuzz plusieurs headers, et en vrai, ça peut vraiment être game changer dans des audits web, quoi. Mais n'oublie pas de fuzzer tes headers, voyons. Il y a des outils qui le font pour toi, tels que Bypass URL Parser. Je sais. En vrai, on va faire un stream à un moment, soit Jitoff et moi, soit que moi, suivant si la motive ou pas, pour essayer d'avancer un peu le tool, de faire des features, mais prendre le temps de montrer un peu comment nous on essaie de faire avancer le tool. Yes. Mais ça fait longtemps que j'ai pas mis les mains dedans, que j'ai plus la code base en tête. Fun fact, this guy, Kuromatae, adorable, très bon good guy, on a fait quelques CTF ensemble. Et ça fait plaisir de voir des write-up pop de temps en temps. J'ai hâte de voir. Je sens qu'il y en a eu un autre depuis. Non, il y en avait eu un et là c'est le deuxième. Mais voilà, petit blog bien simple. Et pour le coup, c'est soit, je pense, du pentest qui date, soit c'est du récit de bug bounty qui a été rendu, bien sûr, anonymisé, voire même refait de zéro pour faire une démo sans risquer le moindre leak. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de risques de leak quand on fait ce genre de choses. Et ça me régale. Genre juste, c'est pas du hashtag bug bounty tips, c'est du voilà comment on a fait des choses et amusez-vous, lisez bien. Donc voilà, Kuro GG, tu régales.
Ouais, encore du coup, moi. Du coup, ici, ça traite un petit peu de comment gérer les user data dans les applications modernes. Donc, typiquement, tout ce qui est upload de fichiers genre photos, des HTML qui sont render côté user control, quoi. Mm. Donc on parle un petit peu de sandbox le domaine, donc de faire un sous-domaine genre xmlusercontent.com pour que du coup ce soit sandboxé tout ce qui est accessible côté user et du coup qu'on ait beaucoup moins de risques en termes de vuln. Je crois qu'il y a une bonne vidéo justement de Liverflow, si je dis pas de bêtises, sur le fait de stop XXL genre alerte 1 ou alerte, alerte document, enfin fallait faire un alerte document de domain parce que du coup des fois on est sandboxé et donc au final des fois la XXS elle est éclatée parce qu'on n'est pas du tout sur le domaine qu'on veut auditer, quoi. On est sur un sous-domaine sandboxé, donc c'est à chier. Et donc ouais, pour en finir, après il parle un petit peu des différentes approches. Une première qui, du coup, pour servir du content qui est inactif, donc avec pas mal de headers qui peuvent être utilisés. Si tu descends un peu, il y a un super tableau. Exactement ici. Voilà. Donc des petits headers pour sécuriser typiquement content des CSP, cross origin resource policy, etc. Et après une deuxième approche pour du coup tout ce qui est active content, donc il reparle encore une fois de la sandbox, du fait d'utiliser aussi des random value pour potentiellement aussi des pré-URL. Et voilà, globalement, petit article sympathique, j'avoue que je l'ai très rapidement survolé, mais je trouve ça intéressant de voir un petit peu comment on pouvait justement sécuriser des choses qui sont côté client, parce que ça peut être toujours des vecteurs d'attaque assez critiques, quoi. Voilà. Ah, un peu survolé peut-être. Ouais, très survolé. Non, je te dis, j'ai... T'inquiète. Moi, ce qui m'avait régalé, c'est à Google, on a développé une solution qui permet d'isoler complètement du code non trusté. En modernisant le concept de sandbox, les idées de base sont on crée une nouvelle sandbox, mais moderne. Il y a un système de suffix pour, en gros, que certains types de ressources ou certains types de passes soient routés de manière systématique à un endroit particulier. Comment il le dit avec ces mots, s'il dit de suffixe, en ajoutant par exemple un suffixe du coup. Ouais, non, juste un système de suffixe, comme toi, tu sais tout le temps dans quel contexte tu te trouves. Le système d'URL matching pour que les trucs statiques soient à des endroits spécifiques et que le reste soit pas servi, soit pas vu en tant que ressource et donc pas vraiment vu. Tu peux les inclure, mais ce sera pas vu comme du JS, quoi. Product create CSR and iframe pop. Et donc un système de post-message, donc via iframe plus isolation on n'est plus sur le même site et on n'est pas un subdomaine, donc a priori on est bien. J'aime bien l'idée du random value pour être sûr que ce soit à chaque fois sandboxé. C'est déjà le système qu'utilise, il me semble, Blogger depuis très longtemps, où on peut modifier son site, l'apparence. Je sais pas si Blogger existe toujours d'ailleurs. Je pense que oui. Et en l'occurrence, quand tu faisais des tests, ça t'envoyait dans une iframe randomisée et sandboxée. Petit kudos quand même, ça m'a régalé de voir cet article pop il y a quelques temps dans mon feed. Parce que j'ai pu bosser avec David Dworken, très très adorable et aidante personne quand j'étais à Datadog. Et concrètement, c'est le genre de mec où moi j'étais un petit newbie mais perdu de ouf. Et il était déjà relativement chaud et il prenait quand même le temps d'aider à monter en compétences, d'aider à comprendre comment marche la stack techno. Donc ça fait plaisir de voir que le chemin avance pour cette personne. That's nice. Après j'ai trouvé un petit article, j'ai chopé sur le doc de Johan du coup qui propose du coup un tool pour analyser du source code, du bytecode, etc. Avec un petit exemple de VLC parce que je trouve que c'était un peu plus parlant. En gros c'est un buffer overflow qui a été trouvé sur VLC et du coup en utilisant justement son tool, donc c'est un poil plus parlant. Je sais pas si je peux l'afficher après le link que j'ai envoyé. C'est celui que tu as envoyé tout à l'heure. Pour moi, c'est celui-là que tu m'as envoyé tout à l'heure. Non. Non. J'ai menti. Top. Yes, exactement.
Bon après voilà, je vous mets l'article, j'avoue que je l'ai parcouru, j'étais en mode ah ouais stylé et tout. Donc il y a une grosse doc pour justement comment gérer l'article qui a l'air assez intéressant pour justement inspecter tout ça et du coup il explique ensuite comment ils ont trouvé je crois que c'est un heap overflow, si je dis pas de bêtises, je te laisse scroll tranquillou mais il explique donc vraiment on voit... tous les trucs quoi. Yes, donc on voit concrètement que c'est un espèce d'équivalent code QL, mais pour le coup qui est censé être moins relou avec les licences, parce que code QL, même si on peut l'utiliser pour faire de la recherche, pour s'amuser, eh ben on va très vite être bloqué quand on est dans des entreprises, qu'on dit je sais faire du code QL et qu'on dit mais on n'a pas de quoi payer à la licence. Je sais faire des greps. Je sais faire du samgrep, on n'a pas la licence non plus. Du sneaky, non. Des greps. Du coup, c'est bien qu'il y ait quand même cette alternative open source, ça régale. Yes. La syntaxe a l'air relativement similaire quand même, voire même peut-être un poil plus instinctif, voire même clairement plus instinctif que celle de code QL en vrai. Genre vraiment. Système de DB, de query qui peuvent être partagés, donc très chouette, je trouve, un peu comme les règles samgrep qu'on peut se partager. Et pour le coup, faut voir, faudrait vraiment regarder côté licence que ça fasse pas un code QL numéro 2 où tout le monde s'ambiance et au final, ouais. Au final on est déçu. Ouais, c'est ça. Et donc là, ils ont testé Heap Overflow via donc la bonne logique de code qui fait pas plaisir. Et eux, là, ce qu'ils ont trouvé, la règle qu'il a topée, c'est... Alors, pas de défaut, banane, ok. CPP, on chope un malloc qui... l'argument numéro 1 qui fait des arithmétiques dessus, pourquoi pas. Et donc c'est notre source, donc notre source et tous les appels à malloc. Et derrière, on veut voir tous les mêmes copies qui vont tomber, qui vont se faire appeler post-malloc, du coup je présume. Comment il utilise son SRC qu'il a... Ah voilà. Excellent. Donc ensuite on chope tout ce qui match, même copie, peu importe la case, I guess. Et on filtre donc à partir d'une copie tous ceux qui peuvent être reachables à partir d'un SRC. Et ça va... Donc là pour le coup, ça va prendre les mêmes copies et backtrack à base de Xref pour voir qui l'atteint. Là où dans certains cas, c'est plutôt on va prendre un point d'entrée et dire on inonde jusqu'à la suite pour voir. Donc je sais pas si c'est comme ça que le code marche, mais en tout cas la logique du code laisse penser ce genre de choses. Et excellent. Et du coup, il met des conditions. Oui. Faudra qu'on le POC celui-là. Faudra qu'on se fasse un dossier et qu'on prenne vraiment le temps de le POC plutôt que de juste en parler, je pense. Ça vaut clairement le coup. Mais ce que je me suis quand j'ai lu cet après, je me suis dit, ça aurait été cool de faire un petit prog et tu vois derrière de POC GTF. Putain, si on avait préparé les sujets, ça aurait pu être vraiment cool ce qu'on peut faire. Aïe. Non, en vrai, on prépare, mais vous vous en doutez, même si on arrive à parler de 2 heures de certains articles, on les lit au fur et à mesure de 2-3 semaines et pour les présenter, on garde ceux qui nous plaisent le plus. Mais si c'est un qu'on a lu il y a 3 semaines, on a beau se rafraîchir la mémoire, des fois c'est pique un peu. Des fois c'est un peu compliqué de juste représenter ça et faire honneur au tool. Du coup, il y a un mode interactif, il y a un mode avec un Docker, excellent. Il y a même du GHR, donc côté Google, excellent. Et plein de plugins pour faire plein de choses. Super. Et vraiment, j'insiste, à poker. Ouais, dernier article. En plus, super en rapport avec ma super vidéo sur Pass the Vache. Du coup, à la fin tu prends la voix bien traînante. Alors, bonjour. Bonjour à tous, c'est JOL. Non, du coup, à la fin de NTLM, de la legacy de NTLM selon Microsoft, alors bien sûr avec des conditions, des bonnes grosses conditions, mais en tout cas pour Windows 11, parce que du coup, Local Kerberos et IAKerb, pour du coup tout le temps faire du Kerberos, plus de NTLM. Voilà, c'est vraiment TLDR de ouf. De toute façon, l'article est globalement très très court parce que, mais en gros, Microsoft est en train de vraiment changer tout ce qui était hardcodé NTLM pour que ça se passe en Kerberos et pour que déjà, en fait, tout ce qui est Workstation passe en Windows 11 et soit OK pour Kerberos. Et après, par la suite, ça sera la même chose pour. Je sais pas si un jour il y aura il y aura plus NTLM sous des Windows Server. Honnêtement, je sais pas si c'est possible, mais... Il me semble que c'est la vision long terme. Hein. Il y a déjà ils essaient de le tuer dans pas mal de contextes. Ouais. Mais honnêtement, en tout cas, voilà. Il y a une direction qui est prise par... De toute façon, qui est assez logique, qui est prise par Microsoft pour dégager NTLM, ce qui est normal, vu toutes
tous les abus qu'il y a. Bon, voilà quoi. Right. Il donne un peu les next steps ou des deadlines ou une timeline de qu'est-ce qui va sauter en premier. Pas vraiment. Il y a des webinars. Excellent, je viens de Tu voir ça en vois, même temps. Ouais. Voilà. Sinon, non, il y a pas. Il y a des commentaires. Je peux regarder les commentaires. Je sais pas s'il y a des trucs intéressants. Ah bah le classique. Est-ce qu'on parle de NTLM, NTLM1, NTLM2, Net Ouais. NTLM, Net NTLM V1, les deux Je sais même pas s'il y en a qui. Fort bien. Voilà. Bah à voir ce que ça devient. Hein. Yes. Alors, j'enchaîne avec un article qui n'est pas lié à la sécu, mais plutôt à la gestion de l'état de maturité de sa plateforme. Concrètement, c'est quelque... je vais jouer franc jeu, hein, c'est quelque chose dont on a discuté au sein de l'entreprise dans laquelle Yann et moi travaillons actuellement, Mano Mano. Et quand c'est sorti, j'étais un peu sceptique. Hein, je vais pas le cacher, parce que, ok, ça donne des belles grilles qui s'appliquent à certains concepts, du genre, super, pour l'adoption d'une technologie, pourquoi et comment est-ce que l'utilisateur découvre et utilise en interne certaines plateformes, certaines technos. Et donc on peut se noter de erratique, du coup c'est ghetto, à on est obligé d'aller forcer les gens à adopter à quelque chose, à les gens sont contents et vont adopter d'eux-mêmes certaines technos ou certaines goodies en interne, voire y contribuer, incroyable. Et du coup on est censé pouvoir noter de 1 à 4 nos compétences ou la manière dont certaines équipes rankent sur ce genre de choses pour qu'on puisse offrir une plateforme ou offrir un service de dev ou offrir tout un tas de choses les plus qualitatives possibles. Bon, j'étais clairement sceptique. Il se trouve que le fait de s'être posé la question, en fait, c'est vraiment pas tant la note finale qu'on va se donner qui est intéressante ou comment dire, ni la note finale, ni en fait c'est très dur d'avoir assez de granularité. Des fois on se dit super, sur la plateforme on a certains services où on sait qu'on est à la rue et qu'on a du retard, d'autres où on pense qu'on est déjà quasiment au niveau où tout le monde adopte par choix et contribue, et ça devient assez dur de donner une note moyenne. En plus on sait que derrière les composants maintenus il y a des gens, et que potentiellement ça veut dire qu'en disant on pense que ça n'est pas encore prêt ou qu'il n'y a pas encore assez d'efforts qui a été mis dessus, ça veut dire ces gens slack. Non. Et du coup, il y a vraiment le côté faire un retour efficace en essayant de pas bâcher des gens qui sont peut-être des fois juste early sur un projet ou sur un rework. Et en fait, juste le nombre de questions que ça a soulevé pendant qu'on abordait ces différents points était assez chouette. Et donc, pour chacune des cases, ils disent quels sont les différents niveaux d'expertise ou de maturité de la plateforme ou de la fonctionnalité qu'on peut espérer aborder. Ils expliquent bien, vraiment ils le disent en gros au tout début, du genre super, mais on rentre pas dans les cases, voilà, it doesn't fit, that's perfectly fine. Insérez vos blagues salaces ici bien évidemment. Et du coup, évidemment, et franchement juste, c'était une bonne discussion. Il y a eu un peu d'émotion parce que c'est dur de noter des choses quand on sait les gens qui sont derrière. Mais il faut bien se rappeler qu'on note le code et pas les gens. Donc voilà, c'était grave cool. Et en plus, c'est poussé par la CNF, donc CNCF, pardon, Cloud Native Computing Foundation. Je l'ai plus en entier. CNCF. Oui. Alors, on enchaîne par un petit post de Julien Métayer, très actif sur LinkedIn, qui nous attaque un peu de manière sauvage en grand nombre, mais bonne surprise. Aussi. Mais très bonne surprise, puisque là, en l'occurrence, c'est sur un article Euractiv qui explique que l'UE est peut-être en train de se réorienter. En train de se réorienter vers peut-être qu'en vrai, le hackback, donc on se fait attaquer et donc on riposte et on attaque à notre tour, peut être judicieux. Avec cet article-là. Je vais pas vous faire, faire la lecture, mais juste essayer de le résumer un peu. Je suis désolé, je vais OK à moitié en même temps. Je suis ultra mitigé parce que si on se met à faire du hackback, en fait, ça veut juste dire que, ok, on s'est fait casser, plutôt que de mettre des moyens en défense, on va mettre des moyens en attaque, donc il y aura pas le budget x2, on va juste avoir un peu moins de budget en défense pour faire de l'attaque. Il y aura que des organismes relativement spécifiques qui auront le droit de faire ce genre de choses, ou des boîtes qui ont passé ce genre de choses, mais du coup ça fait un peu des cow-boys. Quand on voit, à mon sens, certaines dérives
Donc clairement là c'est du langage un peu politisé. Quand on voit certaines dérives de l'État, quand il y a trop de pouvoir ou des gens qui ont un peu trop envie de s'amuser en tapant sur des choses, qu'on parle d'humains ou qu'on parle de sites ou d'infra, les gens se sont un peu poussés des ailes et ça peut être problématique. Du coup, donner des autorisations à quiconque d'aller hacker des choses, je sais pas comment on peut gérer bien la législation, et surtout, comme ça a été soulevé par beaucoup d'autres commentaires, l'escalade de la violence en fait. Juste, avant les gens ils voulaient faire de la thune sur nous, maintenant on va les hacker en retour, et ils vont dire ah, on va vraiment les défoncer, c'est vraiment des méchants nous avoir piraté. Et du coup, on va juste potentiellement augmenter un programme et accroître ça. Et là où c'est à mon sens vraiment triste, c'est que la violence, enfin les capacités et les compétences vont monter des deux côtés. Comment dire, il y a des structures qui peuvent se permettre de faire beaucoup d'infra as code. Par exemple, des gens qui vont juste avoir un command and control et un système de botnet, avoir un backup et une infra qui, si elle se fait déglinguer, juste il la redémarre juste à côté et il n'y a pas de problème, ils s'en foutent. Genre vraiment juste, ça peut être pour des petites infras en une demi-heure, ça peut être redéployé ailleurs, quoi, quand c'est bien rodé. Un hôpital n'aura jamais d'infra as code pour de l'IoT, du hardware ou des choses un peu touchy ou des appliances. Donc en fait, si on fait monter la violence des deux côtés, mais qu'il n'y a que l'un des deux parties qui peut se relever rapidement et efficacement, on a tout perdu. Donc, je suis pas sûr que ce soit une approche géniale. Cela dit, pour ceux qui ont envie de faire les cow-boys, il y aura des trucs sûrement très marrants à faire. Du genre, bonjour, votre travail c'est d'aller attaquer les méchants. Et c'est là où à la fois il y aura du fun, à la fois je pense que pas mal de gens qui ont une OPSEC éclatée, moi, ne pourront jamais accéder à ce genre de travail sous risque de se faire emmerder copieusement. Donc voilà, soyez gentils ou ayez une OPSEC décente. J'ai pas assez pensé le truc, mais bon, si en taf on utilisait pour faire de la recherche de spots potentiellement vulnérables dans du code C. Ok, en parlant de Joerd. Il faudra qu'on le POC. Hein. Si t'as envie de rejoindre le POC et nous faire un petit rétexte sur ce que vous faisiez, ça peut être nice. Et si tu ne l'utilises plus, c'est ok. Cyberguerre civile. Peut-être. Non, ça, en soi, c'est déjà le cas. Autant si t'es civil, tu peux pas avoir de gun. En France, du moins. Si t'es pas chasseur. Mais en France, tu peux avoir un PC et si t'as du temps libre, tu peux faire des bêtises avec. Hein. On va pas se le cacher. Non, moi c'était plus pour rebondir sur la partie politique. Effectivement, si t'as t'as deux oppositions qui s'envoient des missiles l'un l'autre, au milieu ou à côté, t'auras forcément des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir cette puissance de feu là et qui vont en prendre un jour sur le coin du visage et en pâtir beaucoup plus violemment que les deux parties concernées, quoi. Pas le bon endroit, pas le bon moment, ou juste un side effect et tu tombes au passage. C'est comme quand ils ont mis des soldats armés dans les avions pour éviter que des gens emmènent des armes dans les avions. Le nombre de problèmes avec les armes dans les avions a explosé, évidemment. Bien joué. Très smart, ça. On va wrap up sous peu, et du coup, on enchaîne avec des trucs... Attends, celle-là, ce sera moins tech... Ouais, non, ouais, peu importe. Petite trouvaille marrante. C'est pas de la tech, mais peut-être qu'on fera... À un moment, on prendra le temps de l'ouvrir et de le décortiquer. Yes. Messieurs, dames, je vous présente Super Tux Kart. Ils ont fait... J'ai jamais joué. Si, j'ai testé du coup l'APK parce qu'ils ont des releases ARM, Linux, Windows, Mac, Android. J'ai pas vu IPA pour iPhone. Mais vraiment, ils ont fait assez large spectre. Il y a un site, il y a de la doc, il y a des let's play et tout. N'avez-vous jamais rêvé de jouer à Mario Kart sur Linux avec des full plugins aussi. Ouais, il y a full plugin de jeu et full bêtises. Et en vrai, ça peut être drôle. Et clairement, je vois du vision très long terme, hein, mais un petit stream ou un stream de jeu avec la communauté, mais chacun a le droit d'amener ses mods ou faire des bêtises. Si ça part pas en pugilat où tout le monde hack tout le monde, ça peut être très drôle. Mais bon, faut voir la faisabilité de tout ça. Potentiellement, il peut y avoir des trucs vachement sympas à faire. Mais voilà, en tout cas, on regardera sûrement au moins un peu comment c'est fait et comment... Je sais pas, ça pourrait être sympa de faire un dossier, quel type d'application sécu il peut y avoir là-dessus. Mais vous savez, je suis toujours mitigé au fait de faire de la recherche de failles en live parce que du coup, disclosure time, 0 day, littéralement. Donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, ils sont chauffés, ils expliquent le pourquoi du comment et je trouve ça assez sympa que ce soit documenté pour ceux qui veulent faire ce genre de projet.
Et bien sûr, merci de ne pas faire les rats en changeant 3 modèles 3D et en publiant l'APK en payant sur le Play Store. Oui, des gens font ça. Les gens sont des rats. Ça m'embête. Alors, on est sur la fin. Petit drama OnCloud récemment, donc CF Real sur Twitter qui nous a sorti une petite dinguerie comme à son habitude. Alors, c'était marrant parce que ça a commencé, il a teasé en disant on a trouvé une faille sur OnCloud, patchez vite, c'est urgent et on fait un article d'ici bientôt. Des gens ont commencé à creuser en fonction des patchs récents et ils ont dit ah ouais super. Bon, 10 en CVSS pour un PHP info, vous êtes sûr? Et en vrai, ok, c'est vraiment straightforward, c'est un système de gestion entre PHP et Apache dans la manière dont les passes, les chemins d'accès sont handle pas très bien, rajouter un /a.css. Ouais, en fait, c'est un système où c'est quand même PHP et ce fichier à côté PHP qui va handle et le / à la fin sera passé en mode by the way, il y a du leftover de Apache à PHP. Okay. Ça va juste être vu comme un espèce d'extra param. Okay. J'ai cherché tout à l'heure, mais j'ai pas retrouvé un article. Vas-y. Qui est un peu à côté de la plaque, mais pas totally non plus. En fait, il y a eu tout un petit drama marrant. T'en as un, PHP info, disclose, machin. Voilà. Onif avait fait un début d'analyse. Non, pas celui-là. Voilà, ils ont commencé à dire not as bad, en vrai c'est ok. Mais quand ils sont où les articles? Ah, Grey Noise, autant pour moi, c'était Grey Noise. Donc, Grey Noise a fait un article où ils expliquent un peu, du coup voilà, des articles qui commencent par 3 updates, on sait que la vision a pas mal changé. Et donc à cause du mode rewrite de Apache, et Apache mode rewrite, on voit que une règle redirige les get PHP info vers index.php, donc pour pas que celui-là soit accessible a priori. Mais il y a aussi un bout de config dans le .htaccess, et le .htaccess a une rewrite rule avec un bon gros donut change à MDR qui fait que faut le relire précisément. Il y a tout un système de rewrite, community LDR. Non, ça on s'en fout, ça c'est le LDR pas intéressant. Faut regarder, en vrai ils mettent bien la description du code et on a moyen de comprendre. Mais comme d'hab, prendre le temps de lire ça en live, un peu complicado. Mais à creuser. Mais toujours est-il, je mettrai cet article-là en plus dans les sources sous la vidéo. Et concrètement, CF Real pestait en disant votre analyse est fausse, lisez mieux le code. Ce qui est un peu typique CF. Et il y avait raison, concrètement ça a fait tout un tas de bruit pour le PHP info qui dépassait un peu, qui dans les environnements Docker, bah oui, même dans pas mal de setup, même pas que Docker, les secrets sont dans l'env, donc avoir accès au PHP info égale avoir accès aux secrets, égale péter la machine si ce n'est le cloud provider. Quand les secrets du cloud provider sont dedans runtime, ce qui ne devrait pas être le cas. Sauf qu'il explique que non, en fait, il y a moyen, via un système de WebDAV, donc qui est un gestionnaire de fichiers, donc du file system, mais over HTTP, donc avec des verbes de prop, find, de put, de choses comme ça. Il y a moyen vraiment de gérer son file system full HTTP, et ils ont ce genre de système parce que OnCloud de base, c'est avant tout du stockage de photos, de vidéos, choses comme ça, avant d'avoir grossi beaucoup. Et ils ont mis une clé blanche par défaut dans beaucoup de setups. Donc il a pu juste... Donc il explique un peu qu'on peut déjà se forger une clé et avoir un petit bypass d'URL plus envoyer un header qui contient un HWT invalide pour que l'autente mette certains flags à vrai, mais soit pas vraiment identifié par un utilisateur, mais en plus il y a la clé qui permet de forger les URL qui fait que tout ça confondu, on arrive à avoir du CRUD, donc create, read, update, delete sur tous les documents de tous les users. Donc déjà il y a moyen de supprimer de DOS, de ransomware, someone said ransomware,
Et il y a aussi moyen de passer de user à admin avec le système d'URL signé plus que chiffré, qui bloque l'accès à pas mal de pages. Et en gros, il a trouvé un moyen de se spoofer de user à admin, et derrière, a priori, il dit admin to RCE, exercice laissé au lecteur. Donc voilà, il est, à mon sens, un autre truc qui est assez intéressant, c'est que il donne. Je vais baisser un peu la musique de mon côté, c'est devenu fort. Ouais. À la fois, il donne le sploit vidéo pour dire si regardez, on fait le sploit, ça upload des documents qui apparaissent et derrière, on se met Gucci. On voit le système à droite qui fait pas mal de requêtes, donc on a. On a en effet du prop find, du get, du delete et du head et du put, donc pour pouvoir gérer le file system à distance. Et il a donné, il y a pas longtemps, je me suis perdu, le sploit de mémoire. Voilà, exploit available here. Et on a à la fois un petit from 10 import all, donc qui est sa lib, je sais plus s'il avait open sourcé ou pas, mais qui fait pas mal de choses bien. Peut-être qu'il... Ah, nice. Donc voilà, Small Web Exploitation Framework, mais en vrai, il y a plein de goodies qui permettent de... Il faut aussi que je mette celui-là dans les notes à vous filer. Mais qui permettent de gérer bien tout un tas de choses liées à l'exploitation web ou à l'affichage de données ou à l'optimisation d'attaques. Donc c'est vraiment assez goldé. C'est bon, c'est clairement du tool maintenu par un ou deux gars, littéralement. Mais worth giving a try. Et dans son exploit, ce que j'en comprends, c'est que il s'est fait un serveur qui va servir plutôt de proxy pour derrière parler WebDAV, mais en faisant au passage un système où il va fixe, parce que des fois, c'était voilà, du petit quick fix avec du slash à la fin, parce que OnCloud est pas un peu perdu quand on utilise le trick du point PHP /dav pour avoir accès à des requêtes au WebDAV sous-jacent, plus le système de génération d'URL, signature d'URL, génération de signature d'URL, pour avoir accès au WebDAV sous-jacent à nouveau. Et derrière, je suppute que la fin se termine en envoyer du PostScript, envoyer un type d'image qui, quand il se fait thumbnailiser, va à RCE. Alors, je présume que OnCloud bloque ce genre de fichiers à l'upload, mais si on arrive à les poser en dur comme des animaux, derrière, il va quand même tenter de faire le thumbnail, sauf qu'on a passé le step de data validation. Et bien sûr, le petit compute hash où on voit la sign-in key qui est le côte en code, donc littéralement le block string. Donc voilà, il régale beaucoup de lecture de code, complètement worth reading comme beaucoup des articles du blog Ambionix. C'est sympa. Petite vidéo dont je ne pourrais pas scroller parce que c'est une vidéo. Un gros crash course, 1 heure vraiment de From Zero to Hero côté LLM, sorti très récemment, donc assez à jour. Je me suis régalé à l'écouter en faisant un peu autre chose, mais en tout cas, ça fait une belle mise en bouche, une belle intro. C'était assez chouette. Okay. Et le mec est assez chaud et il termine en fait en faisant les comparaisons entre... ce que je vais le retrouver de manière efficace. Il compare, voilà, cette chose-là. Allez, petit... Non. Je cliquais le mauvais bouton. Ouais. J'ai tout cassé. Souris. Voilà. Il parle des équivalences entre l'écosystème qu'on a en termes d'operating system et en termes d'IA, où en gros de base on avait Windows et Mac et un Linux à côté, et Linux s'est dérivé en une myriade de choses. Et côté IA, GPT-4, Claude 2 et Bard, et à côté de ça il y a Facebook qui a open sourcé son modèle pre-train Llama 2 ou Llama 2, je prends les deux de toute façon. Et à partir de ça, vu qu'il y avait un modèle avec tous les poids et un petit truc vraiment rapide pour le faire tourner, c'est vraiment genre 500 lignes de C++, quoi. Avec ça, il y a moyen de le réutiliser et de le rajouter juste une petite couche de post-traitement dessus pour le fine-tune pour tout un tas de tâches. Et du coup, pareil, ça foisonne. Donc il dit contribuez et attendez de récolter derrière, parce que Facebook, là, il va pouvoir prendre tout ce qui est bien de tous les projets qui ont été fine-tune et tout manger. Donc voilà, c'est intéressant, mais à la fois Facebook doit sûrement s'y retrouver en termes d'idées à piocher à droite à gauche.
à la fois, on peut tous jouer avec chez nous et ce gratuitement, donc c'est plutôt nice. Enfin, gratuitement. On a vendu notre âme, mais voilà. Faut ce qu'il faut. Donc ça c'était fait, et donc ça la démo on n'aura pas le temps, je dois vous laisser sous peu, sorry. Et dernière petite présentation, AI First Code Editor, qui s'appelle cursor.sh. C'est un peu buzzword, mais concrètement ça m'a régalé. Je vais vous montrer un petit exemple. Cursor, c'est un fork de VS Code, ou VS Codium en tout cas, qui fait que vous pouvez assez facilement dire génère du code, explique du code, fixe du code, documente du code, améliore, dis-moi ce qui se passe point de vue perf. Vous pouvez dialoguer avec votre codebase, tout est intégré, et vu que c'est un fork de VS Code, quand vous vous connectez, quand vous le lancez ou vous l'installez, il va automatiquement importer vos shortcuts, vos goodies, vos extensions, etc. Donc la transition se fait super smooth. Et derrière, pour vous montrer quand même le genre de goodies, ok, main.py, control-k, please generate fast API code to handle as many requests as possible and display to the output the current parallel request. Donc j'avais fait différents tests, là c'est ça que j'avais fait, mais c'est pas une copier-coller du prompt. C'est pas genre regardez ça marche une fois, ça marchera. Test live. Ça a l'air plutôt ok. Sémaphore, 1000, ok. Pourquoi pas, on va dire quand même improve this code and add documentation on how to set up and run it, please. Let's go. Il va régénérer, en sachant que là je suis pas en mode fast request. Je suis en mode juste je teste et j'ai rien plug, donc pour l'instant c'est de l'IA gratuite. Et c'est pas mon GPU, donc je suis content. Donc voilà, il dit tu fais ton petit pip install fast API, ton petit UVcorn run machin, et derrière ça va fonctionner. On va accepter. Et là, à mon sens, où c'est sympa, c'est qu'à la fois je peux clic droit copilote, et c'est intégré relativement bien, et même le thème est un peu smooth, ce qui est un luxe. C'est un luxe, mais c'est quand même plaisant. Et on peut dire en fait je veux que cette partie là, la modifier et dire clic droit avoid using semaphores or locks please and add a logger. Et là où c'est sympa, c'est qu'à la fois il fait le taf, mais en plus il fait je sais pas si c'est un give diff ou un delta, pour si c'est du diff texte ou du diff sémantique de code. N'empêche que j'ai ça et je peux soit rejeter soit accepter les changements, et il y a vraiment le diff visuel. C'est sympa. C'est un luxe qui fait plaisir. Donc voilà, je jouais un peu avec, je m'étais amusé à générer des systèmes avec 2-3 endpoints API. Juste avant ça, j'avais demandé d'auto-générer, donc avant le stream. Allô. J'ai pas le contrôle Z a priori, c'est cassé. C'est toi qui l'as entraîné ? Du tout. Non, du tout, vraiment, là c'est le truc de test, le cursor tutor example. C'est marrant ça par contre, il fait bien l'IA, mais j'arrive pas à faire plusieurs contrôles Z en fait. Edit, undo, edit, undo, edit, undo. Ok. Eh ben, utilisez bien Git, hein. Parce que les contrôles Z, c'est premium comme feature apparemment. Mais voilà, en tout cas, c'était sympa, et vraiment le côté, clic droit. C'était quoi? Explain, generate test. J'aurais peut-être dû lire la doc. Highlight the code, CTRL-SHIFT-L. CTRL-SHIFT-L, ok. Bam, CTRL-SHIFT-L. Voilà, et là à droite, on a un bout de code, on peut commencer à faire du question-réponse et itérer over time. Le tout qui peut se coupler à Copilot, à OpenAI, la vraie clé GPT-4, la clé d'API, etc., etc. Donc c'est plutôt chouette, voilà. Trop drôle, faisabilité, RTFM, etc. Right, voilà pour la dernière petite démo, donc AI First Code Editor. Sur ce, nous allons wrap up, je rechange de scène. Petit mot de la fin, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut s'y tenter? Je t'en prie.
Excellent. Eh ben, passez de bonnes fêtes. Semaine prochaine, pas de stream parce que soit je suis chez un pote, soit je suis chez moi malade, suivant comment ma gorge a décidé de se comporter. Restez tune potentiellement début janvier. J'aimerais bien faire un petit event, un petit truc humble. Hein. Vous attendez pas un truc énorme, mais genre peut-être quelques rumps, petit comité, quelques boissons entre potes et roule. Et voilà, on verra un peu ce que ça donne. Et rejoignez le Discord pour ceux qui l'ont pas fait. La cloche, tout ça. Non, vas-y, on va faire ça. Bisous, passez une bonne soirée. Voilà, stop streaming. Tchou. Tchou. Salut.